Hello tout le monde et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Je suis super contente de vous retrouver. N'hésitez pas à me dire ce que vous pensez du setup parce que je suis un peu en roue libre ces derniers temps. J'essaye d'être une femme un peu plus indépendante mais je sais pas trop ce que ça donne. Donc vous me direz en termes de cadre, en termes de lumière, en termes de son, en termes de qualité de l'image, vous me direz ce que vous en pensez. C'est un crash test. Bref, aujourd'hui on est là pour papoter de manière assez chill. La preuve en est, je me suis fait un thé avant de filmer. C'est mon petit cadeau de Noël que je me suis fait de mois à mois cet hiver. Une tasse de 600 ml. Le principe de la vidéo du jour, c'est le dernier livre qui, et je vais vous parler d'émotions ou de sentiments que j'ai ressentis, d'impressions que j'ai eues avec mes dernières lectures. Concrètement, c'est juste une bonne excuse pour vous faire un update lecture. Il y a pas mal de lectures, il y a pas mal de lectures en anglais aussi, parce que ces derniers temps, je lis pas mal en anglais. Mais j'essaierai de vous indiquer quand c'est facile à lire ou pas, quand ça a été traduit ou pas. Et restez quand même, il y a aussi des livres en français, il y a des livres qui ont été traduits, donc ça vaut le coup de rester. N'hésitez pas d'ores et déjà à vous abonner, à mettre un petit j'aime et à commenter, à me dire c'est quoi, vous, le dernier livre qui vous a fait pleurer, qui vous a fait rire, qui vous a fait vous émerveiller. On commence avec le dernier livre qui m'a fait peur, puisque ces derniers temps je me suis mise à lire de l'horreur, hein. Vous avez pu suivre un petit peu mon aventure dans la découverte de ce nouveau genre. Il y en a un en particulier qui m'a un peu foutu les chocottes. Il était trop bien, il était d'ailleurs dans ma vidéo wishlist que je vous mets juste ici si vous ne l'avez pas encore vu. Mais le livre qui m'a fait peur ces derniers temps, c'est The Lamb de Lucy Rose. C'est donc un livre d'horreur qui est sorti il y a vraiment peu de temps, je crois qu'il est sorti en mars 2025 en anglais, donc il n'a pas encore été traduit. C'est pas forcément le livre le plus évident si vous démarrez en anglais, donc c'est pas celui que je recommanderais. Si vous avez déjà un bon niveau, cela dit, allez-y. On suit une jeune fille qui s'appelle Margot, une petite fille même, elle a 7-8 ans, quelque chose comme ça. Et elle vit seule dans la forêt avec sa mère et elles se nourrissent de passants qui se perdent dans la forêt. Margot est très contente de ce mode de vie jusqu'à présent, il n'y a pas de problème. Sauf que un jour, il y a une femme qui se perd dans la forêt et au lieu de la manger, sa mère décide d'en faire sa nouvelle compagne. Et à ce moment-là, ça devient assez gênant pour Margot puisque cette femme et sa mère vont commencer à lui mener la vie extrêmement dure, bien plus dure que sa vie ne pouvait l'être déjà. Donc ça c'est un peu le plot de base, j'en dis pas plus pour pas spoiler quoi que ce soit. Lire de l'horreur c'est plus vraiment un problème pour moi, j'ai plus peur en soi de juste genre le gore pour le gore ou des descriptions ou quoi, ça va. Mais par contre, il y a vraiment des moments où je lisais le soir dans mon lit et j'avais peur. Je vais me faire manger, la maman, elle va venir me chercher pour me manger. J'avais peur premier degré. Et c'était une peur qui était hyper agréable. Ça me donnait envie de lire la suite, vraiment j'avais envie de lire sans interruption ce livre. Il y a des moments où j'étais moins... je pense que c'est pas non plus un 5 sur 5 ce livre, parce qu'il y a des moments où il y avait un peu des lenteurs, où il y avait un petit peu des balbutiements ou quoi. C'est un premier roman, hein, il me semble. Mais en revanche, il y avait quand même une énergie hyper addictive. Est-ce que tu peux essayer d'être un peu photogénique? Il déteste ça, il déteste. Il est en train de prendre le moins de plaisir possible. Et à la fin, je me disais, c'est monstrueux, j'ai envie qu'il se passe quelque chose, un truc qui retournerait la situation. Et je me suis dit, bah non ma belle, parce que t'es pas juste en train de lire un livre, je sais pas, de fantasy ou n'importe, t'es en train de lire de l'horreur. Donc a priori, ça va pas se finir avec des paillettes et des petits papillons partout. J'ai ressenti plein de choses en lisant ce livre, de la peur, beaucoup de peur, mais c'était une peur agréable. Genre je me suis pas dit, ça a pas été genre, ça m'a fait trop peur. Non, c'est au contraire, j'ai adoré. C'est venu juste remuer ce qu'il fallait. Et j'en ai un souvenir super chouette. Le livre suivant, c'est le livre qui m'a laissé très mitigée. Je peux pas vous dire autre chose que ça, vraiment c'est très mitigé. Je pense à ce livre et j'ai des sentiments extrêmement mitigés. C'est pas possible de le décrire autrement. Je vous en ai déjà parlé dans un vlog, il me semble que je l'ai lu en vlog. Il s'agit de Dans la forêt de Jeanne Egland. Je vous en ai déjà parlé en long et en travers dans ce fameux vlog, donc je vais pas non plus m'attarder outre mesure. On suit deux sœurs qui vivent dans la forêt, dans la maison de leur famille. Elles sont assez isolées. Et en fait, il y a eu une succession de drames assez catastrophiques. Il n'y a plus d'électricité,
Du coup, c'est un petit peu le chaos en ville, les gens déménagent, les gens font un peu des conneries, les centres commerciaux sont plus approvisionnés, enfin bref, c'est la pénurie, c'est catastrophique, et donc tout le monde est plus ou moins en mode survie. Et ces deux sœurs, elles vont tout d'abord être dans un esprit d'attente, elles survivent dans leur forêt en disant ben cet automne tout reviendra à la normale, donc on attend juste, et puis jusqu'au moment où elles doivent bien se rendre compte que attendre ne suffira pas. J'adore l'ambiance, vraiment pendant toute la première partie du livre, j'étais en mode ça va devenir mon livre préféré. C'est trop génial. J'adorais tout ce que l'autrice avait à dire sur la situation politique, sur la situation écologique, la poésie qui se dégageait du livre. J'adorais toutes les réflexions. En fait, il y avait plein de moments où il y avait des réflexions et une sœur avait une idée sur ça et l'autre sœur avait une autre idée et ça permettait d'avoir un débat qui était hyper construit, hyper intéressant. Donc c'était trop génial et j'adorais le côté Cli-Fi. Je vous ai déjà parlé 103 millions de fois de la Cli-Fi, 103 millions de fois. Mais après, je sais pas, genre je crois que c'est vers la deuxième moitié du livre, il se passe dinguerie sur dinguerie et là c'était rédhibitoire pour moi. Il se passe un truc en particulier, je peux pas, j'ai arrêté de lire, j'étais en mode ça me dégoûte, ça me gêne, pas possible. J'ai continué à lire après, mais en étant très mitigée, très déçue, très dégoûtée, franchement même. C'était assez cata à ce moment-là, donc je suis un peu tristoune. C'était pas de pire en pire, mais ça ne s'arrêtait pas. Donc je suis extrêmement mitigée. Et quand j'ai lu ce livre, dans les commentaires, je suis assez contente parce que vous êtes pour la plupart, voire tous et toutes à avoir eu un avis similaire au mien, donc ça m'a un peu rassurée. Et il y a l'une d'entre vous qui m'a dit que le tome 2 était sorti. J'ai regardé un peu par curiosité et en vrai ça me donne envie. C'est pour ça que j'ai vraiment appuyé sur le côté ce livre m'a laissé mitigée, parce que encore aujourd'hui je suis mitigée sur le livre. Genre le tome 2, il me tente. C'est pas juste genre j'ai fini, j'étais en mode bah je ne veux plus jamais entendre parler. Voilà, n'hésitez pas à me dire si certains d'entre vous ont lu le tome 2. Le livre suivant, c'est le livre qui m'a fait le plus rire, c'est Several People Are Typing de Calvin Kazulke. Il n'a pas été traduit à ma connaissance, je vérifierai évidemment au montage, mais il est très très court, il fait genre 80 pages. En soi, je trouve qu'il n'est pas très compliqué à comprendre en anglais. C'est un anglais de la vie de tous les jours. Le seul truc, c'est que en fait c'est un livre qui est construit en messagerie instantanée. C'est, vous savez, la messagerie instantanée américaine Slack qui est beaucoup utilisée dans le contexte professionnel. Donc c'est une série de groupes chat Slack et à travers tous ces groupes chat, on découvre la vie et le quotidien de gens qui travaillent dans une agence de images publiques. Bref, je sais plus c'est quoi le nom, mais bref, ils gèrent les images publiques de certaines marques et de certaines personnalités. En soi, c'est d'autant plus simple que c'est vraiment des courts messages, il n'y a pas de description, il n'y a pas trop de phrases trop longues, de trucs trop longs et tout. Le truc qui peut être un peu compliqué, c'est qu'il y a des abréviations. Quand on maîtrise pas une langue, maîtriser ses abréviations en plus, c'est pas non plus hyper évident. Mais c'est pas l'obstacle le plus inatteignable, je trouve, en termes de lecture en anglais. Le plot, il est très simple, on suit ces gens, et en fait, au tout début, il y a l'un des mecs, il explique à ses collègues qu'il pourra pas venir travailler parce qu'il est bloqué dans Slack. Et les gens lui disent haha, bonne blague, bah écoute, fais du télétravail aujourd'hui et puis débloque-toi de Slack, hahaha. Et il dit mais les gars, je suis pas en train de rire, je suis vraiment bloqué dans la messagerie instantanée, je n'arrive pas à sortir, je ne suis plus dans mon corps, je suis dans l'ordinateur. Et personne le croit et donc ça fait une bonne série de petites blagues comme ça. Il y a deux facteurs qui m'ont fait rire. Déjà, il y a un peu le truc de blague de la vie de tous les jours, de blagues entre collègues et tout, enfin c'était une ambiance assez chouette, des espèces de private jokes et tout, c'était grave cool. Et en même temps, il y avait un côté un peu paranormal slash science-fiction qui était super drôle et un peu what the fuck. Ce livre, j'en ai entendu parler sur Goodreads. Il y avait un article sur les livres selon les séries à la mode, genre si vous avez aimé telle série à la mode, vous allez aimer tel livre. Pour la série Severance, il y avait notamment ce livre aussi. J'ai adoré Severance, du coup je me suis dit let's go. Alors c'est clairement le pendant comique de Severance plus que thriller ou sérieux ou quoi que ce soit, mais c'était trop génial, j'ai vraiment rigolé premier degré, c'était trop drôle. Il y a juste un petit truc, sur Goodreads il y a eu quelques commentaires un peu négatifs qui parlent d'une scène de sexe non consentie. J'aimerais en parler avec vous. Parce que moi, je l'ai pas vu comme tel. En fait, je l'avais pas du tout remarqué, et c'est en lisant les commentaires, je sais pas si certains d'entre vous l'ont lu ou pas, et si certains d'entre vous ont envie de le lire, à la limite, passez tout de suite au chapitre d'après parce que ça sert à rien que je vous spoil ou quoi, et revenez en discuter avec moi quand vous l'aurez lu, ce sera avec plaisir. J'aimerais bien qu'on discute un peu plus de spoil, mais je vais vraiment juste spoil cette partie-là. C'est quand même une partie importante, mais je spoil pas tout le livre, je vais juste spoiler ça. Donc ce mec qui est coincé dans Slack, au bout d'un moment, il se fait remplacer par le Slackbot. Et le Slackbot,
va venir dans le corps physique du gars, et le gars, lui, il est un peu coincé sous l'identifiant Slackbot, genre ils ont interverti. Mais lui, il est pas d'accord d'avoir interverti, il est en mode je veux retrouver mon corps. Le gars Slackbot, qui est donc dans le corps de l'humain, il ne sait pas être un humain, donc il est un peu maladroit. Il y a un de ses collègues qui l'aide un petit peu à savoir comment on fait pour vivre comme un humain et pour pas se faire non plus repérer par tout le monde. Et en soi, il explique au gars, je fais surtout ça pour toi parce que c'est ton corps à toi. C'est ton corps, j'ai pas envie que Slackbot t'abîme ton corps. Donc j'essaye de te protéger en quelque sorte, mais je sais très bien que c'est pas toi et j'ai pas envie que Slackbot reste dans ton corps, tu vois. Petit à petit, Slackbot, il commence à poser des questions, et notamment, c'est quoi le sexe? Une question en amenant une autre, il se trouve que le pote, le collègue, est Slackbot dans le corps du mec, qu'on va appeler Georges. On va l'appeler Georges parce que je me souviens plus, mais je sais qu'il a un nom un peu vieillot, on va dire. Slackbot dans le corps de Georges, et son collègue qui l'aide se retrouve à avoir une relation sexuelle. Et ensuite, le mec le dit à Georges, il lui dit écoute, voilà, avec Slackbot dans ton corps, on a fait ça. Donc le gars est un peu en mode what, dans mon corps? Bah ça me fait juste chier parce que j'aurais aimé être là, tu vois, j'aurais aimé être avec toi. Ok, c'est mimes. Et moi je suis juste en mode c'est trop mimes, tu vois, c'est trop mimes. Et les gens dans les commentaires, il y en a certains qui ont dit que c'était un rapport non consenti parce que en gros Georges a pas pu donner son consentement. Mais moi dans ma tête, ce que je m'étais dit, et c'est là que c'est un peu tricky je trouve, et bon, quand j'en ai parlé à Robin, il m'a dit en même temps pour la défense de l'auteur, il joue avec un scénario qui est déjà primo pas possible, et de deux qui est pas non plus hyper courant, donc je pense qu'on tâtonne un peu dans ces circonstances-là. Pour moi, à ce moment-là, c'était pas Georges qui était dans son corps, c'était Slackbot. Slackbot, lui, il était consentant, et l'autre mec était consentant, mais c'est vrai que c'est l'enveloppe charnelle du type, quoi, donc de Georges. Donc on pourrait se dire, il faut aussi l'accord de Georges, mais moi je m'étais dit comme Georges est pas du tout dans son corps à ce moment-là. Mais après j'ai vu les commentaires et j'étais en mode, ah ça m'embête du coup d'avoir, de recommander ce livre sans en parler avant. Robin m'a dit, c'est vrai que pour toutes les personnes qui par exemple ont subi ça sous l'influence de drogue ou quoi, et qui ont l'impression de pas avoir été dans leur corps, ça peut créer un sentiment un peu négatif, ça peut trigger ou quoi. Je sais pas quoi en penser. Juste le livre m'a fait péter de rire, je l'ai trouvé trop drôle, super rapide à lire, assez good vibes et tout. Je suis contente de lui avoir donné une chance, mais c'est vrai que cette partie-là, elle est un peu tricky. Débattez dans les commentaires, ça m'intéresserait de ouf d'avoir votre avis. Le livre suivant, c'est que du positif, c'est que du bonheur. C'est le livre qui m'a fait du bien, le livre qui est venu parler à mon cœur. Et en vrai, ça j'aurais pu le mettre aussi à... Enfin, il y a un autre livre qui m'a fait du bien, mais ils m'ont fait du bien de manière différente. Celui-là, il est vraiment venu parler profondément à mes interrogations, à mes doutes, à qui j'étais... Je sais pas, il m'a fait trop du bien. Il s'agit de Imogen Obviously de Becky Albertalli. La couverture anglaise, pas folle, je préfère vraiment la couverture américaine. Je sais pas si c'est la couverture américaine en vrai, mais l'autre couverture, celle que je vois tout le temps, qui est rose et un peu genre graphique et tout. Je vous ai présenté ce livre dans les livres que j'ai achetés en revenant de Londres. Je vous mets ici mon book haul, si vous l'avez pas encore vu, n'hésitez pas à aller le voir. Imogen Obviously, c'est l'histoire d'Imogen qui a une sœur qui est lesbienne, une petite sœur. Sa meilleure amie, elle est bi. Elle a une meilleure amie qui est pan et une meilleure amie, je sais plus si elle est lesbienne ou si elle est bi. En tout cas, elle est entourée de plein de personnes qui sont queer et elle essaye d'être genre une alliée de qualité. Elle est souvent définie par l'une de ses amies comme la meuf la plus hétéro qui soit. Ça laisse pas beaucoup de chance au fait de découvrir son identité et de se construire. Imogen va aller passer un week-end chez une de ses amies, donc sa meilleure amie d'enfance qui est pansexuelle, qui a 1 an de plus et qui est donc déjà à la fac. Et à la fac, elle s'est fait un bon groupe d'amis queer, hyper bienveillants, une belle bande d'amis. Malheureusement, elle a menti à ce groupe d'amis en leur disant qu'Imogen était son ex, puisqu'elle se sentait un petit peu à la ramasse d'avoir jamais date, en tout cas jamais date de meuf. Donc quand Imogen arrive, elle lui dit bon voilà, j'ai juste menti sur ça, je suis désolée, si tu veux on me dit la vérité et tout, je me sens trop mal d'avoir menti. T'inquiète, aujourd'hui j'ai dit qu'on n'était plus ensemble mais qu'on est toujours copines. Et Imogen, en fait, ce qui la met mal à l'aise, c'est de se faire passer pour bi alors qu'elle est hétéro, quoi. Elle se dit j'ai pas envie d'être ce genre d'hétéro qui va mentir sur son identité quand ça l'arrange, etc. Mais je le fais pour toi. Sauf qu'en le faisant, elle commence à créer du lien avec une autre meuf qui fait partie de ce groupe, qui pour le coup est lesbienne. Et alors ça va lui retourner le crâne, parce qu'elle se dit... Est-ce que j'ai tellement fait la comédie d'être bi que je me suis convaincue moi-même que je suis bi? Ou est-ce qu'on m'a enfin laissé l'espace de me poser la question et de me demander si j'étais pas autre chose qu'hétéro et que du coup je me rends compte que je suis bi? J'ai trouvé que c'était très chouette parce que les moments entre copines, et ils sont hyper bienveillants, hyper doux, drôles, c'est giga mimes. Il y a des pages avec des textos. Et j'adore ça, voilà, il y a des petits textos. C'est tout doux, c'est coloré, c'est pop, c'est printemps, j'adore. Plein de moments de questionnement de qui elle est, et je trouve qu'il y a aussi, au sein de
toutes ces communautés queer, donc que ce soit dans sa famille avec sa sœur, ou avec ce groupe d'amis qu'elle rencontre, ou avec ses amis plus proches. Il y a pas mal de questionnements, de débats, etc. C'est un livre super intéressant qui en fait parle de communauté, et du fait qu'il n'y a pas une communauté, mais qu'il y a des communautés, qu'il y a des choses qui vont plaire à certains et pas à d'autres, il y a des définitions qui vont plaire à certains et pas à d'autres, bref. J'en parle pas aussi bien que j'aimerais, mais il était génial. Je l'ai lu en anglais, il est pas traduit, mais honnêtement, je trouve que c'est quand même assez facile à comprendre parce que c'est de l'anglais un peu de la vie de tous les jours. C'est des gens qui vont à l'école, des gens qui parlent avec leurs parents, des gens qui font des blagues entre copains-copines. À la limite, les trucs les plus galères à comprendre, c'est les références culturelles. Et c'est des références culturelles qui sont moins... parce que vous savez, des fois, il y a des références culturelles qui sont très propres à un pays. Genre, quand vous lisez un livre américain, parfois ça va être vraiment genre... ça parle que de références américaines que nous n'avons pas, nous, petits français que nous sommes. Mais là, c'est des références américaines, certes, mais surtout des références de la culture queer, je trouve. Et donc, c'est des références qu'on peut avoir même en étant français. Enfin, moi, j'en avais certaines. Je pense pas que je les avais toutes, clairement, mais j'en avais quand même une bonne partie, donc j'étais pas non plus paumée. Elles parlent beaucoup de musique qu'elles adorent, de films qu'elles adorent. C'est quelque chose que j'adore dans les livres young adultes parce qu'en même temps, ça pose vraiment le livre dans une époque donnée. Et c'est vrai que quand on est ado, on est très accroché à la culture, à ce qu'on va écouter, à ce qu'on va regarder comme film au ciné, à ce qui sort en ce moment, aux trucs qui sont à la mode, aux mèmes qui sont à la mode, aux trends un petit peu qui passent sur internet. On est très sensible à ça et on se construit beaucoup par rapport à ça, donc je trouve que c'est hyper normal d'avoir ça dans un livre. Et c'est vrai qu'il y a des gens qui peuvent peut-être ne pas aimer parce que c'est moins intemporel. Quand vous aurez terminé ce livre, vous aurez envie de deux choses. Vous aurez envie d'écouter Silk Chiffon de Muna. Alors je ne sais pas comment prononcer, Silk Chiffon, et Muna ou Muna, je ne sais pas. Je kiffe de ouf cette chanson et depuis je me la repasse en boucle non-stop. Et vous aurez envie de regarder le film But I Am a Cheerleader. Et c'est drôle parce que ce film je l'ai découvert il y a vraiment pas très longtemps. Je regarde très peu de films. Et il y a pas longtemps je me suis dit ok, j'ai envie d'agrandir ma culture de films queer. Ce film il m'a fait trop plaisir et vraiment maintenant c'est impossible pour moi d'écouter cette musique ou de penser à ce film sans penser à ce livre. Et inversement, genre quand je vois ce livre, je vois le film, je vois la musique, enfin... La catégorie suivante, c'est le dernier livre qui m'a émerveillée et ce livre a été traduit en français, c'est Orbital de Samantha Harvey qui a été traduit par Orbital. Il a gagné le Booker Prize 2024, donc il a fait pas mal parler de lui et c'est comme ça que j'en ai entendu parler. J'ai voulu le lire, j'étais assez curieuse, les chapitres sont très courts, il n'y a pas vraiment d'intrigue. On suit 6 astronautes, enfin 4 astronautes et 2 cosmonautes qui sont dans une station spatiale et en fait leur but c'est de faire des recherches. La climatologie, la météorologie, je sais plus, mais vraiment des recherches sur la météo, sur la nature, sur la Terre. C'est juste ça, c'est juste observer. On les suit sur 24 heures je crois dans leur vaisseau, donc avec un peu les choses de la vie de tous les jours. Le fait d'être dans l'espace et de voir la Terre d'aussi loin et de cette manière-là, ça va leur permettre de prendre du recul sur la vie sur Terre, sur la nature, sur le monde, et ça va leur permettre de s'émerveiller de choses extrêmement simples, d'avoir des choses extrêmement simples qui leur manquent. Ce qui va leur manquer sur Terre, c'est, je sais pas, des petits plaisirs tout simples comme les tapis ou caresser son chat. Quand je le lisais, j'avais trop envie de regarder un documentaire sur la nature, ensuite sur les écosystèmes, parce que c'est exactement ce que fait ressentir ce livre. Il donne envie d'aimer la nature, il donne envie de dire mais venez, genre on protège un peu notre nature là. Mais j'ai vu des gens qui disaient ouais on dirait juste une espèce de description de Google Maps et du coup c'était chiant. Donc je peux comprendre l'aspect là, vraiment ça je le comprends. Donc voilà, soyez vigilants, soyez prêts à ça. C'est vrai que c'est très description. Là, il y a une forêt, là, il y a l'eau, là, il y a le désert. Mais moi, j'ai trouvé que c'était bien fait, c'était doux, c'était poétique. Vraiment, j'ai adoré. Le dernier livre qui m'a déçue. Mais quand je vous dis déçue, c'est déçue. Je sais pas comment l'exprimer davantage. Il s'agit de Swept Away de Bess O'Leary. Je suis d'autant plus déçue que j'avais vraiment adoré le dernier que j'ai lu d'elle qui est The Road Trip. Mais vraiment quand je vous dis adoré, suradoré. Mais quand j'en ai parlé à Mylène, l'une de mes meilleures copines avec qui j'ai acheté ce livre et qui a lu aussi Bess O'Leary, elle m'a dit qu'elle n'était pas étonnée en soi de ce que je lui disais sur Swept Away parce que elle dans The Road Trip elle avait pour le coup été un peu déçue de comment le plot twist il arrive et de la manière dont finalement le plot twist, enfin Mylène n'hésite pas à me corriger en commentaire, de la manière dont le plot twist il est utilisé justement comme un plot twist alors que ça devrait pas être utilisé comme ça.
Quelle est l'histoire de ce livre? On est avec une meuf dont j'ai oublié le nom et un mec dont j'ai oublié le nom. Ok, on va passer là-dessus. Ils ont un coup d'un soir sur un bateau. Alors déjà, la catchphrase c'est perdu en mer avec ton coup d'un soir. Et vu la taille du bateau, moi j'avais l'impression que c'était genre une croisière, tu vois, qu'ils étaient vraiment sur un gros bateau. Que nenni, c'est un tout petit bateau privé de personnes riches. Et elle a genre 32 ans, je crois, 31 ans. Et lui, il en a 23. Donc il y a un écart d'âge. Et donc ils ont un coup d'un soir sur le bateau. Lui, il est persuadé que c'est son bateau, puisqu'il vient de l'acheter le matin même, de le racheter à quelqu'un. Et elle est persuadée que c'est son bateau, en tout cas que c'est le bateau de sa pote, mais que c'est elle qui est légitime à être dessus, parce qu'elle sait pas que sa pote a vendu le bateau le matin même. Le matin, quand ils se réveillent, ils sont tous les deux en mode ok bah c'était un coup d'un soir donc ciao. Sauf que le bateau a dérivé, est parti en mer, ils savent pas où ils sont, ils ont pas accès à internet, ils ont rien, la relation commence pas très bien parce qu'ils sont en mode mais non c'est mon bateau, mais non c'est mon bateau, ouais. Ok donc déjà, problème de riche. En soi la meuf c'est pas son bateau à elle, c'est le bateau de sa pote. Et petit à petit, il tombe amoureux sur ce bateau. Alors déjà, la romance est naze parce que on est bloqué avec eux tout le temps sur la même timeline. Je déteste. La différence d'âge, elle est super cringe parce qu'elle arrête pas de dire c'est presque un bébé, c'est encore un bébé. Mais ouah, calme-toi ma puce, tu viens de coucher avec lui et après tu dis c'est un bébé. Alors déjà, il a 23 ans, c'est un bébé, il est majeur. Mais en plus, si tu dis que c'est un bébé, couche pas avec lui s'il te plaît parce que là t'es cringe, hein, t'es juste super cringe. Ah, je suis désolée, hein, je suis passée en full mode, je vous spoil, mais le livre est nul, il mérite pas autre chose que ça. Je suis désolée si vous aimez bien Bess O'Leary, je suis désolée. Et en vrai, n'hésitez pas dans les commentaires à me dire si vous l'avez lu, si vous l'avez aimé, ce que vous en avez pensé et tout. Je vais pas vous faire le résumé le plus spoilant de la Terre parce que j'ai un peu la flemme. Il y a un moment, et ça vraiment c'est pas la première fois que je vois ça dans les romances un peu cringe, faut vraiment arrêter. Elle veut cuisiner avec un énorme couteau. Et elle se retourne, et bref, elle lui entaille l'abdomen. Déjà, je suis en mode pose ton couteau avant de te retourner. T'es sur un bateau, enfin vraiment fais attention, juste fais un minimum attention. Ensuite elle prend soin de lui, petite infirmière, et c'est là qu'elle développe des sentiments pour lui. Et dans les romances, genre faut arrêter, ils sont là en train de se blesser, ils se coupent, ils se blessent, ils ont des accidents et oh là là je vais faire l'infirmière. Et donc le gars il passe 3 jours sur son bateau à pu avoir de forme, à être à moitié mourant, elle est en mode ok il va y passer. Ça fait déjà 3 jours qu'ils sont là sur leur bateau, ils doivent rationner la bouffe, l'eau, etc. Mais ils boivent de l'alcool quand même comme ça, allez viens on se fait plaisir. D'ailleurs c'est quand ils avaient bu hein, qu'il y a eu cet incident bien sûr, parce qu'on se sert de gros couteaux après avoir bu, c'est évident. Il y a des moments qui sont hyper survie, genre vraiment ils sont déshydratés, ils ont des insolations à n'en plus finir et ils sont là genre je t'aime, mais non moi je t'aime. Bon déjà tu la connais depuis 5 jours, calme-toi. Le je t'aime il m'a profondément, premier degré, cringé. C'est du trauma bonding, genre juste vous êtes en train de mourir. Vous ne vous connaissez pas. Est-ce que vous pouvez pas juste attendre que tout ça se finisse, aller à un premier date et voir où ça va, parce que là c'est juste catastrophique. Bref, après il y a une espèce de révélation pété au sol de, en gros, sa pote, à la meuf, elle a une enfant et le père est pas présent. C'est le gros connard, on le déteste, quel enfoiré. Et à la fin, on apprend que c'est ce jeune, le père de la fille, puisque quand la meuf avait 27 piges, elle a couché avec le mec qui avait à peine 18 ans. Et elle est tombée enceinte et elle lui a jamais dit et elle a gardé l'enfant. Ensuite, elle fait un peu la miskine, elle le dit au dernier moment à tout le monde, donc bref, à la fin, tout le monde apprend que c'est lui le papa et happy ever after. Je suis la première à critiquer les pères absents, à critiquer les papas même quand ils sont présents mais qui font de la merde. C'est dur de faire correctement, mais là on lui a même pas laissé le choix au type, genre il ne sait pas qu'il a un enfant. Évidemment à la fin les gens en parlent et ils sont en mode ah mais il savait pas. Mais ça me saoule quand même un petit peu. Et ensuite, est-ce qu'on peut parler du fait que la meuf avait 27 piges, elle a couché avec un mec qui avait 18 ans, il était à peine majeur. Non mais là, à un moment donné, faut... Tout ça pour dire que j'ai passé un moment détestable. Je trouve que les personnages, c'était des caricatures. Ils avaient rien d'attentionné, de touchant, de charmant. La meuf, elle était chiante au possible. Elle était tellement casse-pied, c'était insupportable. C'est le genre de livre aussi où on va faire croire qu'on est un peu féministe, du coup on va balancer des trucs en mode non mais t'es sexiste ou quoi? Pourquoi t'as dit que j'étais belle en fait? C'est pas sexiste, c'est pas forcément à partir du moment où un homme va faire un commentaire sur ton physique que c'est forcément sexiste. Ça dépend de qui est cet homme, ça dépend de comment il te fait le compliment, ça dépend de plein de choses en fait. On a quand même le droit de faire des putains de compliments. C'est un exemple qui est un peu semi-inventé, mais il y avait vraiment des trucs comme ça dans le livre. Je le garde parce que 1, il a coûté de l'argent, et 2, il est beau, mais vraiment... non. Le deuxième livre qui m'a fait du bien au cœur, et c'est plus en mode, il était doux, il était chouchou, plus qu'il est venu me parler profondément. Il est moins venu me parler profondément que l'autre. Il s'agit de Annie and Issues Guide to Fake Dating de Adibar Jaigirdar.
Je suis désolée, je ne sais pas le prononcer. Il n'a pas été traduit. En revanche, il y a son autre livre, The Henné War, qui a été traduit, La guerre du henné. Je l'ai pas lu, je sais pas ce qu'il vaut. Il y a la sœur de Mylène l'a lu et d'après elle, je cite, celui-ci est quand même vachement mieux. L'autre vaut quand même le coup, mais celui-ci est mieux. Il y a moyen qu'il soit traduit dans quelques temps parce que, bah, a priori, quand on traduit une autrice, on essaye de traduire le reste, je pense. Mais sinon, franchement, c'était assez compréhensible parce que, encore une fois, c'est du young adult. Et je trouve que le young adult, c'est vraiment le truc avec quoi commencer la lecture en anglais. Parce que c'est de la vie de tous les jours, c'est des conversations anodines avec des potes, c'est des conversations sympas avec les parents, c'est moins prise de tête. Le truc peut-être qui est un peu touchy dans celui-là, c'est que du coup ce sont deux jeunes filles qui sont des Bengalis. Comment on dit en français? Je ne sais pas comment traduire ça. Il y a des termes qui sont assez spécifiques à la culture là, et il y en a une des deux qui est musulmane, donc pareil, il y a des termes qui sont assez spécifiques à sa pratique de l'islam. Mais ça, je pense que ce soit en français ou en anglais, quand on connaît pas, ça change rien. Dans ce livre, on suit ces deux jeunes filles. Ici, on a Annie qui est beaucoup plus populaire et qui, lorsqu'elle annonce à ses copines qu'elle est bi, se retrouve face à une réaction, ma foi, assez méprisante. Ses copines ne la croient pas. Et ici, on a Ichou qui veut absolument que ses parents soient fiers d'elle, qui sont assez exigeants sur ce qu'ils attendent d'elle. Elle va essayer de devenir head girl. Je sais pas trop comment traduire en France, qu'est-ce qu'on aurait comme équivalent à la tête du conseil ou je sais pas quoi. Sauf que pour ça, il faut quand même être un peu populaire. Elles vont commencer à faire semblant de sortir ensemble pour chacune pouvoir prouver leur intérêt, donc elle pour devenir plus populaire et elle pour prouver qu'elle est bien bisexuelle. En même temps, bah, elles vont apprendre à se connaître parce qu'au début, elles s'apprécient pas des masses, donc il y a aussi un petit peu un côté enemies to lovers. C'est trop mimes, vraiment j'ai adoré. Il y a une première partie du livre où je me disais ok c'est super cool mais c'est pas 5 étoiles, mais la fin elle est venue comme ça, ouais, 5 étoiles, trop bien. Parce que je trouve que ça parle aussi beaucoup des attentes que les parents ont sur nous. Ça parle aussi beaucoup de... Ah ça m'a touchée de ouf. Bah parfois quand les parents ils nous suivent pas, ça sert à rien de se plier non-stop à leurs désirs et il faut... S'il faut arrêter de leur parler, faut arrêter de leur parler. Ça fait mal au cœur, c'est difficile, mais c'est jamais de gaieté de cœur qu'on arrête de parler à ses parents de toute façon. Mais en fait, des fois c'est juste impossible de continuer à leur parler. Je m'attendais un petit peu à ce qu'il y ait une leçon de morale en mode ah les parents ils vont changer d'avis, ah la fille va changer d'avis, ah ceci. Et comme je vous le disais, Annie elle est musulmane, donc il y a aussi pas mal de représentation qui est intéressante de ce personnage là. Je sais pas si c'est bien fait ou pas parce que je suis moi-même pas musulmane, donc je peux pas vous dire. Ça fait 6 siècles et demi que je parle, je suis désolée, je pensais pas que ce serait aussi long, mais je suis bavarde de fou. J'ai lu pas mal de choses, que j'avais achetées à Londres aussi, donc je suis plutôt contente parce que le but c'est pas que ça traîne dans la pile à lire pendant 6 siècles et demi. J'espère que cette vidéo vous a plu. Le format un peu plus posé, moins prise de tête vous plaît aussi, tout en étant quand même... bah c'est pas un vlog quoi, on essaye vraiment de se poser et de discuter. N'hésitez pas à discuter aussi dans les commentaires, de me dire ce que vous avez lu récemment et ce que vous pensez de ce que moi j'ai lu récemment. Si vous avez des idées de petites vidéos que vous avez envie de voir, de challenge, de piles à lire, d'update lecture, de recommandations, n'hésitez pas à me dire, ça me ferait très plaisir de savoir ce qui vous fait plaisir. Je vous dis à très bientôt, je vous souhaite une belle après-midi, un beau week-end, une belle journée et de belles lectures.